section du Niger. Ce réseau panafricain qui entend œuvrer pour le développement des différents pays prépare la tenue très prochaine de son Assemblée générale. La région du Zinder n'a pas échappé aux séries d'inondations qui ont causé la désolation dans plusieurs localités de la région. Une de nos équipes de la station régionale nous fait le point sur l'ampleur des dégâts et de l'assistance aux sinistrés. Matotoraki Abdurrahman Mazou. Cette année, la saison hivernale a été capricieuse. Le manque de pluie en début de la saison fait de plus en plus place à des pluies diluviennes dans des délais très courts, alors que la saison de pluie n'est pas terminée. Conséquence, plusieurs localités de la région font face à des inondations suite aux fortes précipitations enregistrées le 17 juillet dernier. C'est le cas de la commune rurale de Gafati, dans le département de Myria, qui a reçu 208 mm d'eau de pluie, provoquant d'énormes dégâts, notamment des jardins et greniers inondés, des maisons effondrées et des centaines de personnes sinistrées. Des abris qui sont actuellement casés dans des écoles. Le témoignage de cette sinistrée qui n'a eu la vie sauve que grâce à Dieu. Avec mon mari, nous avions eu à peine le temps de prendre nos enfants et de fuir. L'eau est venue très vite et la maison s'est écroulée. Guidemouni, à environ 70 km, a également essuyé des précipitations d'une intensité inhabituelle, avec plus de 200 mm en 2 jours. Ici aussi, les impacts sont visibles. Des maisons effondrées, la montée des eaux du lac, avec 157 champs et jardins engloutis. Et pour qui connaît Guidemouni par rapport à sa position et sa cuvette, les conséquences sont énormes. Ça va porter un coup très dur à l'économie, la population de Guidemouni qui ne vit pour l'essentiel que du jardinage. Et c'est sans doute à Hamdara que le phénomène semble d'une ampleur exceptionnelle. 262 mm recueillis, que la saison des pluies n'est pas terminée. On dénombre 2442 sinistrés et 379 maisons effondrées, avec malheureusement un décès. Une situation très dramatique. Pour ceux qui connaissent Hamdara, c'est un village qui est situé sous le pied d'une colline. Et l'eau quitte les collines pour traverser le village. Maintenant, c'est lors de son passage là, elle cause des dégâts. Et déjà, le mois se lisait sur le visage de ces sinistrés. Vous savez, les situations de dégâts et de pertes sont toujours des moments douloureux et de stress. Qu'Allah nous vienne en aide, sinon nous avons presque tout perdu. L'eau est le principal ennemi des routes en terre. Des fortes pluies qui ont accentué leur dégradation. Il faut noter quand même qu'il y a eu quelques perturbations, notamment sur la RN1 Est, au PK 942. Il y a une digue qui a cédé et puis ça a occasionné l'ensablement sur la chaussée. Mais aussi sur cette route, il y a des ouvrages qui sont menacés. Pour ce qui est des routes en terre, il y a celles dont les dégradations sont trop avancées. Donc du coup maintenant leur praticabilité est réduite. Face à l'ampleur du désastre, la préfète de Myria a effectué une sortie terrain pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Madame Dalladi qui a fait le point de la contribution des ressortissants qui vaut son pesant d'or. Et c'est dans cette veine que le premier responsable de la région a réuni tous les acteurs humanitaires pour la mise en place d'une stratégie de riposte rapide et urgente, car ce phénomène récurrent en cette saison qui a causé la mort de 5 personnes au niveau régional n'est pas près de s'arrêter. En effet, d'autres précipitations sont attendues dans les prochains jours. Les prévisions annoncent une séquence de fortes pluies, ça et là, sur l'ensemble du territoire, au moment où le réchauffement climatique et la croissance démographique ne laissent aucune marge de manœuvre aux décideurs politiques. Parlons toujours saison de pluie avec ce reportage à Tawa où une de nos équipes s'est intéressée à la situation agricole avec justement l'installation de la saison des pluies. Détail, Lawal Seni, Absatou Aboubakar. Zone à vocation agro-pastorale, la région du Tawa a enregistré ses premières pluies cette année dès le mois de mai. À la date d'aujourd'hui, 1862 villages
ont pu s'aimer sur les 1896 villages agricoles, soit un taux de 98,21% selon le directeur régional de l'agriculture. La campagne agricole hivernage 2022 au niveau de la région de Tawa a démarré courant 3e décade du mois de mai, où on a eu quelques 28 villages qui ont fait des semis partiels. Donc les semis se sont poursuivis et avec un peu de poche de sécheresse dans certaines zones, certains semis se sont avortés. Et sur le plan semis, nous avons eu une évolution positive par rapport à l'année passée. Maintenant, sur le plan pluviométrique, cette année, nous avons 102 postes pluviométriques qui sont suivis. Et sur les 102 postes pluviométriques, on a actuellement, à la 2e décade du mois de juillet, on a 34 postes qui sont excédentaires par rapport à l'année passée. Pendant que certains cultivateurs sont en train de labourer leurs champs, d'autres, par contre, attendent toujours leurs semences en main. Il faut noter qu'on a 34 villages encore qui n'ont pas pu s'aimer, notamment dans le département de Keta, dans le département d'Abalak, et dans le département de Tassara, dans le département de Telia et autour de la ville de Tawa. Tous les villages qui n'ont pas sémé à la date du 20 juillet, on les appelle les villages à risque. C'est-à-dire que c'est des villages qui, il y a des risques que les semis ne bouclent pas le cycle végétatif. Comme l'a souligné un cultivateur trouvé sur place, enseignant de profession, la terre ne trahit jamais, même si par ailleurs la mauvaise répartition des pluies dans le temps et l'espace conduit des fois à des mauvaises récoltes. Je suis venu visiter mon champ. L'appel que je lance envers les fonctionnaires, plus précisément les enseignants, de profiter de ces vacances-là pour cultiver. On a dit que la terre ne trahit pas. Donc c'est l'appel que je lance. Même si on n'a pas eu grand-chose, au moins on aurait pu avoir les tiges, les feuilles de haricots, les feuilles d'arachide. L'État, pour sa part, avec à ses côtés ses partenaires, continue de placer pour cette campagne 2022 des semences 2000, sorgho, niébé et engrais au niveau de la région. Dans le cadre du préparatif de la campagne hivernage 2022, donc l'État et les partenaires ont mis à la disposition des producteurs issus des villages déficitaires de l'année 2021, 1306 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations comprises, et 240 tonnes d'engrais. Et l'État cette année a mis en place aussi 2130 litres d'engrais liquide que nous avons testé au niveau des différentes zones pour voir son efficacité. Cette opération avait eu beaucoup de succès et l'État, sur le budget national, a initié aussi pour les zones qui n'ont pas reçu de la subvention ciblée. Et actuellement, nous sommes dans la phase sensibilisation pour essayer d'identifier les producteurs cibles qui auront à bénéficier de cet engrais-là. Donc il faut noter quand même pour l'État, c'est environ 1808 tonnes d'engrais qui seront mis à la disposition de 300 villages déficitaires issus de la campagne d'hivernage 2021. La situation phytosanitaire semble être bonne, hormis quelques attaques de chenilles sur le Niébé qui ont été enregistrées au niveau des communes d'Abalak et Madawa, où 85 hectares ont été déclarés infestés. En ce qui concerne l'élevage, si certaines mares sont remplies, il a été constaté un retard de pâturage dans plusieurs localités. Mais selon les spécialistes, l'espoir est toujours permis pour une bonne campagne agro-silvopastorale 2022. Changeons de registre pour parler de cette réunion de concertation des acteurs du projet de chemin de fer Kano-Katsina-Maradi qui a clos ses travaux ce matin à Maradi. Travaux à l'issue desquels on note des convergences de points de vue entre experts. Nassir Nakakale, Gunga Gibrima. La réunion de concertation des acteurs du projet de chemin de fer Kano-Katsina-Maradi sous la présidence du ministre de l'Équipement s'est penchée essentiellement sur des questions techniques, notamment la convergence de vues entre experts du Niger et du Nigeria, les bureaux d'études, l'entreprise en charge d'exécution des travaux, sous la coordination de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération économique. Ainsi, lors de la réunion des experts, le ministre de l'Équipement a réitéré l'engagement politique de plus haute autorité nigérienne à faciliter la réalisation du projet dans le meilleur délai. Il a en outre renouvelé ses remerciements à la délégation nigériane qui a fait le déplacement de Maradi, ainsi que le secrétariat général de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération pour ses efforts en vue de concrétiser le projet, dont les travaux démarreront incessamment.
Au terme de la réunion, les experts se sont rendus sur le terrain pour visiter le site devant abriter le terminal du chemin de fer dans la ville de Maradi sur la route de Dan Issa. Enfin, des cadeaux symboliques ont été remis à la délégation nigériane et aux experts par le ministre de l'Équipement. L'avant-projet de stratégie nationale de cybersécurité au Niger au cœur d'un atelier de validation ce matin à Niamey. Une stratégie qui vise à protéger les populations contre la cybercriminalité. C'est le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information qui a présidé cette cérémonie. Nefissa Badmassi, Soleiman Wali. Il n'est un secret pour personne. Le Niger est résolument engagé dans la transition numérique. C'est pourquoi il est important de songer à la protection des usagers des technologies de l'information au Niger. Cet atelier de validation de l'avant-projet de stratégie nationale de cybersécurité, première DIJAR, vient donc à point nommé. Le Niger numérique voulu par le président de la République doit promouvoir nos valeurs, notre économie et protéger les citoyens. En effet, œuvrer pour la sécurité du numérique, c'est favoriser le développement d'un cyberespace, gisement de croissance pérenne et lieu d'opportunité pour les entreprises nigériennes. C'est affirmer nos valeurs démocratiques. C'est enfin préserver la vie numérique et les données personnelles des Nigériens. D'où la nécessité pour notre pays de disposer d'une stratégie nationale de cybersécurité. Donc ce n'est pas un privilège. Elle s'impose à nous face aux enjeux du cyberespace. La définition d'une stratégie nationale de cybersécurité est une étape importante pour assurer la transformation numérique de la société nigérienne. Cette stratégie nationale de cybersécurité constitue en effet une étape cruciale pour les autorités nigériennes afin de protéger sa population contre la cybercriminalité à l'ère du numérique. Les objectifs visés à travers cette stratégie, c'est d'abord contribuer à la politique de sécurité nationale. Et de façon spécifique, cette stratégie vise à sécuriser le numérique, à protéger les populations, à protéger les institutions publiques, à prévenir les incidents, à réagir aux cybermenaces, aux cyberattaques. Donc c'est tout cela qui constitue aujourd'hui ce projet. Le Niger est l'un des rares pays qui n'en dispose pas encore de stratégie dans ce sens. Donc c'est la toute première stratégie qu'on va essayer d'expérimenter. Donc elle est étalée sur l'année 2022-2026. Au cours de cette assise, les experts présents élaboreront un document stratégique national de cybersécurité. Il contiendra des axes et des actions nécessaires pour garantir la sécurité digitale, non seulement aux institutions publiques et privées, mais aussi aux populations vulnérables. La ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a officiellement lancé ce matin à Niamey la première édition de la Semaine nationale sur le Moringa, cet arbre appelé arbre de vie pour les innombrables vertus qu'il comporte. Plus de précisions avec Zakaria Moussa et Abdelkader Yahi. Cette première édition de la Semaine nationale sur le Moringa, dont le thème est promotion de la chaîne de valeur Moringa au Niger, a regroupé les transformateurs et transformatrices de toutes les régions du Niger. En prenant la parole le premier au cours de cette cérémonie, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Niamey a souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les participants à cette première édition. Ensuite, c'est au tour du représentant de la FAO au Niger de prendre la parole pour situer les avantages du Moringa pour la société. En termes d'opportunités, la culture du Moringa montre l'existence de débouchés importants pour l'écoulement. L'apport nutritionnel qu'offre le Moringa, il a été dit, les feuilles contiennent les 10 acides aminés essentiels à l'homme. La contribution du Moringa à la fertilisation du sol par le biais de ses feuilles qui peuvent servir aussi d'engrais bio et de fongicides dans le secteur agricole. Le Moringa est actuellement demandé en raison de son influence dans les programmes de réduction des carences nutritionnelles chez les enfants et les femmes enceintes.
En procédant au lancement officiel de cette première édition de la Semaine nationale sur le Moringa, la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a souligné que cette idée de la Semaine du Moringa est née sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Le Moringa occupe une place de choix dans le chapitre 7 du programme de Renaissance, acte 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et dans la déclaration de politique générale de son Excellence Oumoud Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, à son axe 4 consacré à la modernisation du monde rural. La première édition de la Semaine nationale sur le Moringa, dont la présente cérémonie consacre le lancement, est placée sous le thème « Promotion de la chaîne de valeur Moringa au Niger ». À travers ce thème, il s'agit d'assurer une visibilité des produits à base de moringa, promouvoir des échanges entre les participants, améliorer le mode de production, de transformation, de conservation et de commercialisation du moringa, renforcer les capacités techniques et organisationnelles des producteurs et promouvoir des investissements dans la filière moringa au Niger. Une visite guidée des stands des produits à base de moringa par les différentes personnalités présentes à cette cérémonie a sanctionné la fin du lancement de la première édition de la Semaine nationale sur le moringa. Le ministre de l'élevage, porte-parole du gouvernement pour sa part, était en mission de travail ce week-end dans la région de Tawa. Tawa, où il a visité les services déconcentrés de son département ministériel. C'était en compagnie des autorités régionales. Malik Abdraman, Sabi Oumar. Au niveau du ranch d'Ibé-Sétan, le ministre de l'élevage porte-parole du gouvernement, Tidjane Abdelkadri, et sa délégation sont allés constater l'état d'avancement des travaux de fonçage d'un forage de 400 mètres qui va permettre l'approvisionnement en eau du centre. Les travaux qui sont à 10% d'exécution avancent normalement. Le ranch d'Ibé-Sétan est l'un des plus importants centres de multiplication de bétail CMB du Niger, avec 42 000 hectares de superficie. Il compte à ce jour 710 têtes de bétail de la race Azawak, dont 120 laitières. Nous sommes en fin de mise en place, la première phase de mise en place de notre stratégie de développement durable de l'élevage. Nous allons revisiter cette stratégie pour voir les corrections qu'il faille apporter de manière à ce que ces ranchs puissent être des instruments qui participent de manière beaucoup plus décisive à l'amélioration génétique, mais également à la multiplication de ces races ou à leur diffusion sur notre territoire national, de manière à avoir une race avec plus de production en termes de viande, mais aussi et surtout en termes de production laitière. De retour à Tawa, le ministre Tidjane Abdelkadri a visité également la mini-laiterie Adelti spécialisée dans la fabrication du fromage, du lait caillé, du beurre et du yaourt. Il est piloté par le groupement Adelti avec 45 femmes et est appuyé par l'État et ses partenaires. Au magasin Kaïma, le ministre de l'élevage et sa délégation se sont intéressés aux 2 magasins de stockage d'aliments bétail qui contiennent respectivement 1490 tonnes et 120 tonnes d'aliments composés. Au total, la région de Tawa a reçu 14 000 tonnes et toutes les communes ont été servies. Le laboratoire central d'élevage Labocel de Tawa est un outil efficace d'éradication et de contrôle des maladies du bétail. Il couvre les régions de Tawa et d'Agadez et a également joué un rôle important dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. À la direction régionale de l'élevage, le ministre a visité les différents services avant de s'entretenir avec le personnel où une présentation de la campagne pastorale 2022-2023 et les défis auxquels la direction est confrontée lui ont été présentés. Le ministre et sa délégation se sont enfin rendus à la ferme avicole Hakim Volaille, spécialisée dans la production du local amélioré, une initiative d'un jeune promoteur qui dispose de 700 poussins. Il est appuyé également par l'État et ses partenaires. Une initiative encouragée par le ministre Tidjane Abdelkadri. Avant de quitter Tawa, le ministre de l'élevage, porte-parole du gouvernement, est allé présenter ses civilités aux chefs de canton et aux chefs de groupement Peul de Tawa. Activité ministérielle toujours, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions poursuit ses visites dans les différentes institutions de la République. Ce matin, il s'est rendu à la Cour de cassation et au Conseil économique, social et culturel CESOC. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des prises de contact. Mariam Dakou Abdelali.
La Cour de cassation, cette institution qui constitue la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire, est la première structure à recevoir la visite du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions ce matin. C'est après cette visite, au niveau de cette institution composée de magistrats de l'ordre judiciaire les plus anciens et dont le rôle est de statuer sur les pourvois formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, que le ministre Dandano Mohamedou s'est rendu au niveau du Conseil économique, social et culturel CESOC, une institution tout aussi importante que la précédente. Initiée pour mieux faire connaître ces institutions qui restent pour la plupart peu connues du public, cette visite a permis au ministre et à sa délégation de mieux apprendre sur ces structures, notamment par rapport à leur rôle, attribution et fonctionnement. Nous sommes sortis très regardés vraiment de ces visites. Nous avons écouté le conseil des deux présidents. Nous allons transmettre à l'autorité. Mais également, nous avons échangé sur comment faire en sorte que ces institutions puissent être très bien connues par le citoyen. Donc, nous allons travailler ensemble pour la visibilité de ces institutions. Donc, ce matin, c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'on va travailler tous ensemble avec eux pour créer un cadre et faire vraiment la visibilité de ces institutions. Tout comme à la Cour de cassation, au niveau du CESOC, cette visite du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions est aussi positivement appréciée. Je pense que cela participe d'une volonté de créer un cadre de collaboration avec l'ensemble des institutions de la République qui en ont tant besoin. Et comme il l'a dit tantôt également, cela participe donc de la visibilité de toutes nos actions. Et ensuite, cela est tout à fait dans la droite ligne, effectivement, donc, de la politique telle que l'a voulu donc, le président de la République, pour faire en sorte que nous ayons des institutions fortes. Et c'est ce que donc, le ministre chargé de la relation avec les institutions est venu nous marquer. Et donc, cela nous va droit au cœur. Aussi, le retiendra que c'est sur une note de satisfaction et d'espoir que s'est achevée cette visite du ministre à la Cour de cassation et au niveau du CESOC. Un mot de culture dans ce journal. Le cabinet Leader d'Afrique a procédé ce jour à la cérémonie de lancement de l'ouvrage intitulé « L'histoire de la microfinance au Niger ». Ce livre de l'auteur Aminata Ba parle des mécanismes permettant de structurer davantage le secteur de la microfinance. Pascal Sessou-Gauthier, Imran Boubacar Mega. C'est en toute passion et dans un défi d'apporter une plus-value au bien-être des populations que Aminata Ba s'est donné les moyens d'écrire cet ouvrage qui parle de l'histoire de la microfinance au Niger. J'ai inventorié 3 types. Il y a ceux qui viennent, qui font le crédit seulement et qui partent. Il y a la deuxième approche, on vous fait le crédit, mais vous devez vous engager, vous, population rurale, à épargner afin qu'au retrait du projet, vous ayez un capital qui vous permet de continuer l'activité. La troisième approche, c'est l'épargne crédit. Eux, ils sont venus dans la durabilité parce que pour mobiliser de l'épargne dans nos pays, c'est extrêmement difficile. La microfinance a évolué aussi en fonction du contexte du terrain, ce qui fait que nous sommes passés de microcrédit à finance inclusive aujourd'hui, qui intègre dans son dispositif le transfert d'argent, les assurances et tout ça. En procédant au vernissage de ce livre, le ministre en charge des Finances, très ému, a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit du cabinet Leader d'Afrique pour son apport afin que l'auteur, Aminata Ba, puisse partager sa large expérience dans le secteur des microfinances au Niger. Elle nous a fait part dans cet ouvrage de ses suggestions pour un meilleur développement de la microfinance dans notre pays. C'est le lieu de lui rendre un grand hommage et lui faire part de toute notre appréciation, de nos encouragements, quand on sait bien qu'il n'est pas aisé d'écrire un livre dans notre environnement. La microfinance est un ensemble de produits diversifiés offerts à ceux-là qui sont exclus du système bancaire classique. Elle constitue une réponse aux difficultés rencontrées par le jeune, les femmes, les acteurs du monde rural et les PME et PMI à accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins au regard de leurs revenus modestes.
Parrainé par le Haut Commissariat à l'initiative 3N, le premier responsable de cette structure a salué la volonté et le courage affichés par Aminata Ba dans la réalisation de cet ouvrage. Ouvrage sur lequel l'on peut s'appuyer afin de procéder à une amélioration des vies des ménages qui adhèrent à ces microfinances. Ensemble, nous pourrons et devrons également mettre en commun nos efforts pour soutenir l'extension du secteur de la microfinance afin d'améliorer le taux de pénétration du système financier décentralisé. Il faut ainsi noter qu'à l'instar des autres pays de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, le cadre réglementaire et institutionnel de la microfinance a connu une évolution. Néanmoins, beaucoup reste à faire encore pour que cet outil soit une arme véritable dans la lutte contre la pauvreté. La Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, HALCIA, est au cœur des concours et examens organisés au Niger depuis un certain moment. Pour l'édition 2022 du baccalauréat, la HALCIA a pris les devants pour s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour un examen crédible. Pascal Sessou-Gauthier pour le point. Depuis qu'elle a été associée dans l'organisation des différents examens et concours, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, HALCIA, ne cesse d'apporter sa touche pour éviter la fraude. Pour cet examen du baccalauréat session 2022, c'est tout un dispositif qui a été mis en place afin d'accompagner le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'office du baccalauréat, des équivalences et des examens et concours supérieurs, OBEX, pour des examens crédibles. La HALCIA fait un accompagnement des acteurs, des parties prenantes tout au long du processus. Nous avons déjà franchi la première étape, c'est celle de l'organisation, des préparatifs. Nous avons mis des équipes en place de supervision dans tous les chefs-lieux de région et dans certains départements. Donc avant le 18, nous avons déjà fait beaucoup de jurys pour nous assurer des conditions dans lesquelles ces épreuves vont se dérouler. À l'intérieur du pays aussi, la HALCIA a dépêché des équipes au niveau de tous les centres d'examen retenus pour la circonstance. Une manière pour elle de s'assurer que les consignes données au président des jurys sont respectées. Donc, nous tenons à rappeler au président des jurys, aux surveillants, candidats, que le port de téléphone est formellement interdit. Le baccalauréat édition 2022 prendra fin demain. Il faut rappeler qu'ils sont au total 86 830 candidats à l'obtention de ce diplôme. Série de visites à l'intérieur du pays du directeur général de l'Agence de modernisation des villes du Niger. Mokhtar Mahmoudou s'est rendu à Difa où, en dehors des visites de certaines structures, il a présidé une rencontre avec les autorités régionales sur les questions d'urbanisme. Ben Youssouf Abdelaziz, Harouna Sanda. Cette mission du directeur général de l'Agence de modernisation des villes du Niger lui a permis d'échanger avec les autorités régionales afin de faire un état des lieux des infrastructures existantes réalisées dans le cadre de la fête tournante d'Ifangla, mais aussi élaborer des projets futurs pour des villes véritablement modernes. C'est ainsi que les DG de l'Agence de modernisation des villes du Niger et ses techniciens se sont successivement rendus au gouvernorat, au conseil régional, à la préfecture de Difa et à la mairie où ils ont longuement échangé avec les autorités locales sur plusieurs questions de l'air, les missions et les objectifs assignés à l'Agence de modernisation des villes du Niger en vue d'apporter des solutions innovantes pour moderniser la ville de Difa. Je réitère la volonté du chef de l'État, son Excellence Bazoum Ahmed, à donner le maximum pour que Difa soit une grande ville. Donc au niveau de l'agence de modernisation, nous allons, rassurez-vous, nous exercer sur nos terrains de compétences. Ce qui n'est pas de notre compétence, nous allons donc transmettre à la hiérarchie et continuer à jouer ce rôle d'acteur motivés, d'acteurs engagés pour le développement et la modernisation de Difa.
Il y a pas mal de projets. Nous avons le projet d'adressage de la ville de Difa. Il y a un certain nombre de documents d'urbanisme que nous allons travailler avec les acteurs concernés pour les mettre en place et les utiliser pour la construction urbaine dans la modernité. Dans l'après-midi de sa venue à Difa, Mahmoudou Mokhtar, en compagnie des autorités locales, a effectué plusieurs visites. D'abord au marché central de Difa, à la maison de la culture, au musée régional de Difa, à la place des martyrs, à la villa présidentielle et à l'aéroport international Tanja Mamadou de Difa. Ces infrastructures flambant neuves, acquises sur fonds propres de l'État, que la région a bénéficié lors des festivités marquant la fête tournante du 18 décembre 2021. Autre visite effectuée, un parking des grands porteurs situé au centre de la commune qu'il faut nécessairement déplacer dû à la forte concentration de véhicules longs de transport en vue de créer un cadre de vie décent aux populations de la commune urbaine de Difa. La dernière visite a conduit le DG de l'agence de modernisation de la ville à l'université de Difa où il a échangé avec les enseignants-chercheurs sur les perspectives d'avenir de l'institution. Mahmoudou Mokhtar a enfin rendu une visite de courtoisie à l'honorable chef de canton de la Komandougou où il y a fait part des objectifs assignés à l'agence de modernisation des villes du Niger. C'est la fin de cette session d'information. Nous vous remercions de nous avoir prêté une oreille attentive. Au revoir.